Inside Clubhouse. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Ce soir, mon invité s'adresse à toutes les femmes sans exception, qu'elles soient menues ou tout en rondeur. Aujourd'hui, je reçois Emma Almé. Bonsoir Emma. Bonsoir Lola. Merci d'avoir accepté de venir passer un petit peu de temps avec moi. Alors avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions ou partager avec nous vos expériences. Emma, commençons par planter le décor. Tu vois le jour à Avignon. Déjà enfant, tu baignes dans le textile, puisque ton grand-père a une bonneterie. Tu grandis entre un grand frère et deux petites sœurs. Tu es une petite fille hypersensible et déjà tu as le sens de la mode. C'est vrai. Tu as bien tout noté. Je grandis effectivement à Avignon et puis j'ai toujours baigné en fait entre des morceaux de tissu, des cartons de vêtements, des polybags et des clients qui passaient, qui venaient pour acheter de la marchandise à mon grand-père. Et donc oui, c'est vrai que la mode, ça a toujours été, j'ai toujours aimé bien m'habiller, regarder, observer, analyser les coutures, les tissus et bizarrement, c'est un métier que j'aimais bien enfin, j'aimais bien faire les magasins avec mon papa. Ce qui est drôle quand même parce que c'est lui qui me traînait dans toutes les boutiques et qui m'expliquait, voilà, la conception et toute la chaîne, des vêtements. Mais à l'époque, tu crayonnais pas encore. Non, non, pas du tout, et en fait, j'ai jamais vraiment crayonné. Moi, je suis quelqu'un qui aime les projets et donc je voyais, dans la personnalité de mon père plus, tu vois, un homme de projet qui avait des idées, qui donc c'était plus ça qui m'inspirait, de synchroniser les gens, d'aligner les intérêts de tout le monde. Enfin voilà, c'est ça qui me passionnait dans ce qu'il faisait, en fait, petite. Il m'a amenée très tôt dans les ateliers. J'ai voyagé en Inde, en Chine, au Portugal. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'était plus ça qui m'intriguait, en fait. C'était la diversité de tous les gens qu'on rencontrait. Alors que tu rêvais depuis longtemps de devenir médecin, c'est pourtant un bac éco que tu passes et vers une prépa HEC que tu te tournes. Tu arrives à Paris et là, tout ne se passe pas comme prévu. Comme un certain nombre d'entre nous, en changeant d'environnement, tu commences à prendre du poids. Tout à fait. Moi et mon corps, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça allait pas bien dans ma vie, je prenais du poids, je changeais de taille et donc effectivement, en prépa déjà, j'ai explosé, les compteurs, à la fin de ma dernière année parce que ça allait pas, parce que j'en avais marre et et oui, je rêvais d'être médecin parce que, enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais quand j'allais dans un hôpital, c'était un endroit qui m'inspirait, c'était un endroit où je me sentais bien et j'avais beaucoup de fascination pour les médecins parce qu'ils aidaient les autres et le fait de soigner les gens, je les trouvais empathiques et je trouvais que c'était incroyable de pouvoir, aider à ce point-là, les autres êtres humains. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai pas pu faire médecine, parce que j'étais mauvaise en chimie, mais et du coup, je suis partie en éco et voilà, prépa HEC, à Paris, voilà. Alors après les concours, tu es admissible dans de nombreuses écoles, mais c'est dans ton sud natal que tu choisis de retourner, à Marseille. Un master 2 en poche, tu repars pour Paris et c'est dans l'univers de la finance que tu atterris. On verra que le chemin avant les rubans et les jolies matières est encore loin. C'est clair. Eh bien, c'est vrai. J'ai adoré, travailler en salle des marchés après mon master à Marseille. Oui, c'est vrai que j'étais admissible dans pas mal d'écoles et qu'en fait, j'en avais marre de Paris, j'en avais marre de la grisaille. J'en pouvais plus, ça me tapait sur le système et j'ai été à Marseille parce que je voulais qu'une chose, c'était le sud et voilà et puis au final, je suis remontée, à Paris, et j'ai eu l'occasion de travailler dans un univers qui me fascinait aussi, qui était, voilà, d'intégrer une salle des marchés. J'ai adoré, tu vois, la dynamique qu'il y a. Enfin,
c'est plonger dans une salle des marchés, c'est vraiment incroyable. J'avais 5 écrans, 2 ordis, des dizaines de lignes de téléphone que je pouvais, prendre, en même temps et donc ça a été une expérience hyper, stimulante, comme la prépa d'ailleurs. Ça a été vraiment, voilà, c'est apprendre à gérer, à faire 1000 choses à la fois, mais en même temps de les faire, avec assurance et voilà, il y a quand tu trades, quand enfin voilà, on pouvait faire des erreurs à tout moment, donc il fallait être aussi, vite, précis et donc et puis voilà, puis j'ai appris à bosser, avec des équipes qui étaient archi professionnelles, donc j'ai appris pas mal de choses en tant que process. Enfin voilà, bosser dans un groupe comme BNP, c'était quand même, une belle entrée en la matière, dans ma vie professionnelle. Et puis on va le voir tout au long de ton parcours, entre le nord et le sud, ton cœur balance quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors C'est vrai. à 26 ans, tu te maries. À l'instar de beaucoup de femmes dans le monde de l'entreprise, un premier malaise s'installe. À 28 ans, lorsque tu tombes enceinte, tu es carrément mise à l'écart et harcelée par ton boss. J'aimerais bien que tu nous partages cette expérience. J'ai interviewé plusieurs femmes ici sur Clubhouse qui ont vécu exactement la même chose que toi. Ouais, bah, en fait, faut le remettre dans le contexte. On était, dans un contexte de salle des marchés avec beaucoup de jeunes, et donc avec, des horaires de travail, qui étaient dingues, pour l'ouverture des marchés. Moi, des fois, j'arrivais très souvent à 7h30 du matin et on finissait le soir, au closing et puis, le temps de débriefer, de faire un peu, de mettre un peu tes affaires en ordre, je me faisais très régulièrement des journées jusqu'à 23h et en général, à 23h, tu pas envie d'entrer chez toi parce que tu as passé ta la tête comme une cocotte minute et donc du coup on allait, bah, boire des coups, manger ensemble, enfin voilà, donc on était un peu comme une famille tous et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis mariée, bah, forcément, bah, j'avais pas envie de rester hyper tard, j'avais envie de voilà, d'être avec mon mari qui nous rejoignait, la plupart du temps et puis alors du moment où j'ai été enceinte, bah, là, ça a été, technique. C'est-à-dire que les déplacements, à Genève, à Londres, à New York, ça c'était compliqué, de le faire. J'étais de plus en plus fatiguée et là en fait ils m'ont un peu sortie de tout ça et c'est vrai que, bah, mon boss à l'époque m'a dit, «C'est compliqué que tu sois fatiguée, je comprends pas pourquoi tu es fatiguée» et je lui ai dit: «Bah, je suis fatiguée, je sais pas, j'y peux rien, je suis vraiment fatiguée» et puis à chaque coup de téléphone, enfin, j'avais des contractions tout le temps, enfin, ça a été et puis je me suis vraiment pas sentie comprise, dans ce enfin, enfin, voilà, c'était l'horreur, quoi et jusqu'au jour où, j'arrive chez mon gynéco et j'étais peut-être à 8 mois, 7 mois et demi, c'était en décembre, j'ai accouché en février et j'étais en larmes, quoi, vraiment, j'étais surmenée, enfin, je m'en voulais, en fait, de il m'avait réussi à me faire culpabiliser. Je m'en voulais de pas pouvoir honorer mes fonctions, comme il aurait fallu et du coup, mon gynéco m'a dit: «Non, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous êtes corbillard ou quoi que vous passez votre temps à pleurer?» et je lui ai expliqué. Il m'a dit: «Non, mais en fait, vous y retournez pas parce que là, c'est pas possible. Vous pouvez pas être dans cet état-là, alors que vous avez un bébé, c'est pas bon pour le bébé d'en être à ce point-là, c'est pas possible». Enfin, du coup, je me suis arrêtée, voilà. Mais c'est aussi cette pause dans ta vie qui te permet de te recentrer sur l'essentiel et que tes envies de création voient le jour. Oui, oui et ça a été 1 an en fait où je me suis arrêtée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que même après avoir accouché, je n'arrivais même pas à passer en poussette, dans la rue de la salle des marchés en question et en fait, je me suis rendu compte que mon corps ne voulait plus y aller, c'était physiquement plus possible, je n'y arrivais pas et donc je me suis donné 1 an, j'ai pris 1 an de congé parental, ce qui est formidable quand même, à la banque qui nous permettent d'être payés comme ça pendant 1 an. Et du coup, j'ai vraiment, pris le temps de décanter, de pas forcément réfléchir à ce que j'avais envie de faire, mais juste être dans l'instant présent, d'être là, d'être avec ma fille. Et puis, voilà, je la trimballais en porte-bébé, on faisait plein d'expos, je sais pas ce qu'elle y comprenait parce qu'elle était encore, toute petite, mais en tout cas, j'ai pris du temps, j'ai complètement ralenti et j'ai arrêté la machine et en fait, je dis souvent, l'image d'un espèce de bol dans lequel un verre dans lequel tu as secoué plein de sable. En fait, j'ai laissé décanter pour y voir, plus clair dans ce que j'avais envie de faire, ce qui était important pour moi, est-ce que j'avais envie de reprendre un rythme effréné et de plus voir mon enfant ou est-ce que j'avais peut-être envie de faire autre chose? Et effectivement, c'est là que j'ai eu une illumination. Et j'ai appelé mon père et je lui ai dit: «Non, mais en fait, tu tout fait pour me décourager de faire du textile, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux que tu m'apprennes le métier, ça me passionne, ça me fait pas, la finance, c'est pas ça que j'ai envie de faire», et il m'a dit: «Mais tu vas galérer». Je dis: «Bah, c'est pas grave, je quitte le confort, mais je préfère, quitter ce confort, de la BNP, plutôt que de passer à côté de ma vie, tant pis, on déménage, on revient dans le sud et tu m'apprends le métier».
Et oui, et puis Voilà. quitte à tout apprendre, tu passes par tous les services de la boîte. Voilà, exactement. Ben, je suis arrivée un peu et tout le monde m'a dit: «Mais on a l'impression que tu as toujours été là, c'est incroyable» et en fait, j'ai tellement entendu mes parents parler de cette boîte, j'ai tellement, passé mes mercredis et mes week-ends là-bas, qu'en fait, c'est comme si, tout était hyper intuitif. Donc j'étais comme une éponge, vraiment. J'allais de service en service, je trouvais ça incroyable. Les gens là-bas m'ont vraiment bien accueillie, m'ont appris avec beaucoup de bienveillance les choses. Et puis ça s'est un peu corsé sur la fin parce que du coup, bah, j'ai pris du galon au fur et à mesure. Enfin, je suis quelqu'un d'ambitieux, donc je sais forcément, j'avais envie de grimper les échelons, même un peu plus vite, donc j'essayais un peu de forcer les portes et voilà, c'est un peu coincé avec les cadres, de la boîte. Je pense que mon père, c'était un peu compliqué, il avait mis en place une organisation et puis, en fait, à ce moment-là, je suis retombée enceinte et j'ai pris 25 kilos après l'accouchement et c'est là que tout a basculé. C'est marrant parce que c'est 3 mois de ma vie, mais finalement, c'est ça qui a tout changé, et c'est là où est née l'idée d'Almé. J'enchaîne, je sais pas si c'était ça que tu voulais Oui, dont oui, tu bien voulais. sûr. Du coup, voilà, j'arrive, enfin voilà, j'ai pris donc 25 kilos, donc je suis passée à la taille 46 après avoir accouché. Je pense que j'étais dans un état d'épuisement assez intense parce que j'avais deux petites filles qui avaient à peine 2 ans d'écart. Et donc, c'était encore très petit. Et la deuxième ne faisait pas du tout ses nuits. Donc, et puis, j'ai recommencé à bosser au jour 1, enfin, à la semaine après mon accouchement parce que voilà, c'était la boîte de mes parents. Déjà que je m'en voulais un peu d'avoir enchaîné 2 grossesses, j'avais pas envie. Ils venaient de me donner des fonctions, donc je voulais vraiment pas laisser tomber les choses. Et donc en fait, voilà, j'ai pas du tout encaissé, la grossesse, donc 25 kilos et je me retrouve à devoir m'habiller pour mon anniversaire parce que j'avais Alors pris mes attends, avant de commencer par là, vas-y. je voudrais juste te poser une question. En préparant l'interview, tu m'as confié que tu avais toujours, comme la plupart des femmes, fait le yo-yo avec ton poids, mais jamais à ce Ouais. point-là. Est-ce que pendant cette période, tu te vois grossir? Non, pas du tout. Je pas du tout. En fait, quand tu un bébé et qu'on te dit que t'as pas assez de lait parce que, tu manges pas assez, bah, tu te poses pas 10 fois la question, tu manges et je me suis dit: «Bon, ben, il y a un problème, faut que je mange, faut que j'arrête ces régimes». Enfin, à ce moment-là, je n'avais qu'une obsession, c'est de pouvoir allaiter ma fille et ce qui est complètement débile d'ailleurs, puisque ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange, la lactation, mais bon, maintenant je le sais. Et du coup, je me suis pas du tout, vue, non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors avec les réseaux sociaux et une majorité d'influenceuses qui s'exposent postpartum avec des physiques quasi parfaits et des mines superbes, on en oublierait presque que les kilos et la peau flasque sont inhérents à la maternité et que la Mmh. plupart des femmes ne vivent généralement pas bien les changements de leur corps. Toi, pendant cette période-là, tu ne te regardes même plus dans la glace et tu fais découper les étiquettes de tes vêtements pour ne pas connaître la taille. C'est dingue, mais c'est vrai, c'est vrai. J'en suis arrivée, tu vois, j'ai déconnecté, le mental de mon corps complètement. Il n'existait plus, je le voilà, il était là, mais en fait, il était pas là et c'était terrible et effectivement, je voulais pas aller faire les magasins parce que j'acceptais pas du tout de m'acheter ma taille et du coup, j'envoyais ma mère faire les boutiques en lui disant, «Bah, tu prends la taille qu'il faut et tu me coupes les étiquettes, je veux pas savoir». C'est vrai et heu et donc lui et moi, on était même pas en guerre. C'est qu'il existait pas, tu vois? C'est encore pire que je Ouais, trouve, tu parce qu'au l'ignorais moins quand tu es en totalement. guerre, il existe totalement. C'est-à-dire que je ne me regardais même plus dans le miroir. Et le choc a lieu, donc tu allais nous en parler. Ouais et donc bah, il se trouve que j'ai accouché en février et donc je suis d'avril et pour mon anniversaire, on s'est dit avec mon mari qu'on allait se faire un petit resto. Et donc là, je me dis: «Bon, je passe ma vie en pyjama, je vais peut-être aller faire les magasins». Donc je pars avec ma poussette, faire les magasins et là, j'arrive dans un magasin où j'adorais aller et là, la nana me dit, avec beaucoup de gentillesse, je pense, mais c'était tellement violent, elle me dit: «Écoutez, je suis vraiment désolée, mais ça sert à rien que vous regardiez les portants, vous allez juste vous frustrer, il y a pas votre taille. Je pense que c'est mieux que vous alliez dans un magasin spécialisé». Et alors là, comment te dire le vertige que j'ai pris? Je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, c'est quoi un magasin spécialisé? Je suis quoi en fait?» et donc c'était terrible. Ouais, on n'imagine pas la souffrance que ça peut être de ne pas pouvoir s'habiller. Tu vois? Parce que déjà j'avais pris mon courage à 2 mains et je m'étais dit: «Allez, tu te prends en main ma cocotte, tu vas faire les magasins, c'est pas grave.
Enfin, tu vois? Et donc du coup, là, c'était un peu genre, j'avais pris mon courage à 2 mains, en fait. Elle s'en est pas rendue compte sur ce moment-là que finalement, c'était déjà un effort pour moi de d'affronter mon corps parce que quand tu vas essayer des vêtements, bah, finalement, tu décides qu'il est là, tu vois? Et ouais, non, ça a été vraiment un gros vertige. Alors, ouais, Hem, plus de 40% des Françaises font du 44 et plus. C'est énorme. Comment tu mmh. expliques que la mode ou les marques dites classiques oublient souvent ou refusent carrément de se mettre à la page et d'aller au-delà d'une taille 44? Je pense que c'est compliqué et pour le faire aujourd'hui, c'est compliqué de grader, une collection du 36 au 54. C'est un vrai challenge. Moi, quand j'ai créé Almé, c'était même pas une option que ça le soit pas, donc si tu veux, je l'ai même pas vu comme une contrainte, c'était juste comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas faire le même patronage, si tu veux vraiment être précis. Heu et puis la plupart des marques se sont construites sur une image. Je parle des marques françaises, qu'on connaît tous, hein. Et si tu veux, on est dans une période où ils voient bien que les lignes bougent et donc qu'il faut faire quelque chose. Mais en même temps, ils sont changer de cible, faire évoluer la cible, c'est quand même prendre un risque et ça a un coût financier. C'est-à-dire que si Maj se met à shooter, des nanas en 50, bah, tu vois, derrière, il va falloir, investir en termes de stratégie, de com et tu sais pas potentiellement comment ça va être accueilli de ton autre clientèle qui, pour le coup, fait ton beurre et fait ton chiffre d'affaires. Et donc je pense que encore plus aujourd'hui, même si on voit que les lignes essaient de bouger et que tu vois, qu'on est aidé par plein de mouvements et c'est fantastique. Mais je pense que c'est un casse-tête chinois pour ces marques-là parce que, elles sont toujours tiraillées entre, ben, on veut aussi ménager notre clientèle, je parle de la clientèle internationale, enfin, tu vois, je pense, donc en fait, c'est sûrement comment dirais-je? Des croyances, tu vois? Mais en même temps, moi, je m'imagine quand tu gères une entreprise, bon, ben, là où nous, aujourd'hui, on a une cible, quand tu changes la cible, bah, c'est un risque, quoi, donc je comprends que ce soit complexe. Et il y a ce moment, toujours juste avant ton anniversaire, dans le grenier de ta grand-mère, où il se passe quelque chose. Ben, oui, du coup, je me suis dit: «Je vais aller chez ma grand-mère» parce que, ben, elle taille une grande taille, puis je me suis dit: «Je vais chiner un truc, je vais mettre une ceinture, je vais me débrouiller, je vais essayer de faire». Et donc là, je vais dans son grenier et je trouve une super jolie blouse en soie, que mon grand-père lui avait ramenée de je sais pas où et avec des jolis motifs un peu rétro et donc je suis trop contente et je rentre chez moi et puis je m'habille, pour la soirée et là, je me regarde dans le miroir et là, je me suis dit: «OK, tu fais un 46 mais tu trop belle, quoi». Tu vois? Je me suis dit à moi-même que je me trouvais belle et en fait, de ce moment-là, ça a été, le point de départ où j'ai enfin, tu vois, où je me suis réconciliée. C'est-à-dire que et là, en fait, tout s'est enchaîné dans ma tête. Je me suis dit qu'en fait, il fallait d'abord que j'accepte mon corps avant toute chose, en fait. Et donc ce soir-là, je me suis trouvée belle dans ce miroir et puis le lendemain, je suis retournée chez Kiabi, chez C&A et c'est pas grave, c'était cool. OK, il y avait écrit grande taille et pas femme au-dessus de là où j'achetais des vêtements. Mais c'est pas grave et en fait, j'ai arrêté d'être serrée, d'arrêter d'être boudinée, tu vois? J'essayais tout le temps en me disant: «Bah, allez, ça, c'est mon objectif de jean, faut que je le passe et puis le jour où je le rentre et ben, j'ai gagné mon objectif», tu vois? Et en fait, j'étais constamment sur ce constat d'échec, c'était atroce et en fait, j'ai pris mes vêtements, j'ai tout viré de mon armoire parce que tout était encore dans le 38 dans mon armoire alors que je touchais rien, c'est quand même hallucinant. Et en fait, j'ai fait un changement de cap et je me suis dit: «Bah, voilà, tu fais un 46, c'est pas grave, tu peux être belle même en faisant un 46, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir confiance en toi même en faisant un 46, ça n'a rien à voir avec les vêtements et avec l'extérieur de ton corps. C'est à l'intérieur qu'il faut avoir cette confiance». Et en fait, de là, en fait, j'ai commencé, sans même faire de régime, à en fait perdre mes kilos et à retrouver tout doucement ma morphologie. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment précis, devant la glace, avec cette blouse, que le projet d'Almé Paris voit le jour? Ouais, c'est un enchaînement de cette soirée-là, effectivement, de cette journée-là, parce qu'en fait, je me suis dit à ce moment-là que c'était injuste. Je me suis dit que c'était injuste que, cette marque de mode, en l'occurrence, s'arrête à la taille, 40. Parce qu'en fait, j'ai passé la taille 3 et j'ai même pas passé le genou, quoi, pour te dire. Et de là, en fait, je me suis dit: «C'est pas possible». Enfin, moi, quand il y a quelque chose d'injuste dans la rue, que je vois, c'est quelque chose, je m'arrête, je descends, j'aide, enfin, je suis comme ça, tu vois? Ça m'est encore arrivé tout à l'heure, j'ai vu une personne âgée qui est presque tombée, je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai ramené chez lui. Enfin, je suis comme ça, je peux pas m'en empêcher
Et en fait, là, je me suis dit: c'est pas possible, c'est dégueulasse». Parce qu'en fait, j'ai compris ce jour-là que en fait, c'est parce qu'on se sent exclu, c'est parce qu'on n'accepte pas son corps qu'en fait, on est coincé dans ce constat d'échec et coincé dans ce tu vois, dans cette espèce de relation nocive et en fait, c'est d'abord enfin moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et je vois par mes commentaires de mes clientes que finalement, je suis pas la seule. Il faut d'abord s'accepter et se dire: «C'est OK», tu vois? Et comprendre qu'en fait, la beauté ne dépend pas du tout de ton poids, ou et la confiance en soi encore moins. Et c'est de là, en fait, qu'est né tout le projet Almé où je me suis dit: «Mais en fait, faut que je les aide toutes ces femmes parce que faut qu'elles» enfin, tu vois, dès que je comprends un truc, moi, faut que je l'explique et faut que je le diffuse. C'est automatique. Je suis madame bon plan, tu vois? Dès que j'ai un bon plan, je le fais passer à toutes mes copines. Enfin, je suis comme ça et je me suis dit: «Non, mais en fait, je vais faire une marque de mode pour tout le monde. Comme ça, toutes les nanas qui vont pas trouver leur taille, bah, elles vont quand même trouver leur taille chez Almé et en fait, elles vont se sentir bien, elles vont se pouvoir se réconcilier puis elles vont se sen» enfin, tu vois, c'est de là que tout est parti, ouais. C'est donc grâce à ce sentiment d'injustice qu'en 2017, Almé voit le jour. À ce moment-là, tu proposes des vêtements du 40 au 50. Est-ce que ça aide de créer des vêtements pour femmes rondes lorsque l'on a soi-même été ronde? Je pense que j'ai une vision produit qui est différente de quelqu'un qui n'a jamais pris de poids, effectivement. Je pense qu'il y a des choses que j'ai appris, au fur et à mesure de mes kilos et moi je sais qu'il y a des choses que, bah, que j'aimais ou que j'aime toujours porter et j'ai toujours fait, des vêtements que moi ma règle c'est que je produis un vêtement que si, moi j'ai envie de le mettre. Tu vois? C'est vraiment je fais pas en me disant: «Ouais, elles vont aimer, ouais, ça c'est pour cette cible». Enfin, tout ce qui est dans la collection, c'est des pièces que j'adore et que je porte. Oui, c'est ça. Tu avais envie de rendre les grandes tailles élégantes et jolies, ce qui, avouons-le, n'est pas souvent le cas dans le secteur. Comment expliquer que très très souvent, les marques dédiées aux grandes tailles, on va pas citer de nom, soient, allez, on va le dire, moches, de mauvaise qualité et hors de prix. Le message que sous-tend la mode, ce serait donc, vous les grosses, vous n'avez pas le droit d'être jolies, fun et élégantes? Mais je pense qu'elles essaient de faire du joli, mais qu'elles n'arrivent pas. Je pense qu'elles ont pas les bons codes. Je pense notamment à une marque, de Belgique où c'est genre, «belle dans mes grandes tailles» ou un truc comme ça. Enfin, en fait, ils ont pas compris que c'est pas enfin, tu belle, point. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, nous, les femmes qu'on prend en photo, elles sont sublimes et on n'a pas besoin d'écrire sous la photo: «belle en 46». Enfin, tu vois? C'est ce que ça dégage et l'image suffit pour transmettre le message. Je pense qu'aussi, à leur décharge, je pense qu'ils ciblent une clientèle qui est différente de moi. Je pense qu'historiquement, ils ciblent plus des personnes, plus seniors, on va dire. Donc tu vois, 50 et plus et donc je pense qu'ils collent aussi à ce message-là et je pense qu'historiquement, la mode grande taille, c'était vraiment pour, les personnes, comme ma grand-mère quoi, qui m'a proposé ce jour-là d'ailleurs de regarder le catalogue d'Axon. Je lui dis: «Non mais merci d'Axon, c'est pas possible mamie». Donc je pense que c'est aussi ça et que nous, on a essayé de casser les codes en se disant, enfin sans non plus passer dans le body positive, cru, tu vois? Parce que ça aussi pour moi enfin c'est pas une marque de mode, faut qu'on reste, inspirant. Mais en fait, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est retrouver, tu sais, les canons de la beauté et de la Grèce antique, qu'on voit sur les tableaux de Botticelli. Tu vois? Ces femmes qui sont belles, qui sont en chair, mais qui sont juste over voluptueuses et tellement harmonieuses, en fait. Pulpeuse. Exactement, en fait et honnêtement, c'est ça que je trouve beau chez une femme, c'est ses rondeurs et c'est quand tu vois les hanches et enfin, c'est et en fait, je m'en rends compte en essayant de tirer la pelote, tu vois? Que finalement, depuis que je suis ado, je vois beaucoup de femmes qui sont photoshopées, tu vois? Qui posent, la peau étirée, nickel et finalement, tu veux arriver à ça et je sais que j'ai souvent des femmes qui regardent mes photos et qui me disent: «En fait, vos photos, même moi, elles me décomplexent de tout, en fait». Parce qu'on se dit: «Bah, ouais, c'est beau, en fait, une femme, qui assume ses formes». Tu vois? Peu importe les formes, peu importe la taille, en fait, juste se dire qu'on va pas cacher, qu'on va pas ressembler à des cintres ou à des carrés et juste qu'on assume sa morphologie, si on a de la poitrine, si on a des hanches et c'est ça que j'essaie de faire parce que honnêtement, à l'intérieur de moi, je trouve que c'est très, très beau, tu vois? Ces corps-là. Et depuis, tu as ajouté à ta collection plusieurs tailles, le 36, le Ouais. 38, le 52, le 54. Alors, pour éviter, et ça j'étais très étonnée quand tu me l'as dit, la discrimination positive. Et ouais, bah, en fait, ce que je me suis rendu compte parce qu'il y avait les nanas se tag sur les commentaires, tu vois? Et j'ai lu, plusieurs fois, une, fille qui taguait une autre et qui lui disait: «Ah bah tiens regarde ça c'est sympa» et elle lui a dit: «Bah attends je fais un 40 c'est pas je fais pas de la grande taille,
pourquoi tu me tags? Enfin, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'étais en train de faire exactement, ce que je reprochais aux marques de mode, c'est-à-dire que j'excluais une partie de la population et donc et que c'était pas du tout mon postulat de base. Alors j'avais fait ça pour des contraintes industrielles, mais en vérité, c'était pas la bonne démarche. Donc on a ouvert, du 36 au 50 et puis du 36 au 54. Moi, j'ai envie de te dire que t'es même pas encore all inclusive, puisque moi, je m'habille Non. encore chez les enfants, tu vois, c'est te dire. Je Alors, sais. en menant ma petite enquête, j'ai constaté qu'il y Ouais. avait un énorme écart de prix entre les petites tailles et les grandes tailles généralement, et c'est pas le cas chez Almé. Bah non, c'est honteux. Enfin, tu vois, alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Effectivement, il y a une consommation matière, ben, plus importante, mais c'est pas à la cliente d'assumer ça, tu vois? Tu lis ça dans ton prix, enfin, c'est encore hyper discriminant de faire ça. Enfin, on retourne dans le travers, quoi. Tu ronde, tu payes plus cher? Bah non, pas du tout. Tu vois? C'est donc en fait, moi, je lisse les prix, avec les fournisseurs, et on fait une moyenne et enfin, tu vois, je refuse même les fournisseurs qui me facturent, plus cher les grandes tailles. Enfin, on fait une moyenne et puis basta. Et donc je ne comprends même pas qu'on puisse, demander ça, quoi. C'est terrible, terrible. Je l'ai jamais vu, mais alors franchement, je trouve ça terrible. Alors Almé Mmh. pense à toutes les femmes, mais Almé pense également à la planète, puisque depuis la pandémie, la marque est made in France avec des matières premières responsables, et c'est surtout le modèle d'achat que tu réinventes. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui et ça a été, une brique supplémentaire qu'on a rajoutée. On s'est rendu compte que, enfin, en allant dans les ateliers, en visitant, je me suis rendu compte, tu vois, quand bah, là, par exemple, j'y étais il y a 2 semaines et là, tu vois des tonnes de produits qui sont en train d'être, fabriqués, et tu te dis: «C'est fou parce que ces produits sont fabriqués, mais ils sont pas encore achetés et ça se trouve, en fait, ils vont finir, brûlés, détruits, heu, ils vont dormir sur des étagères pendant des années». Je comprends pas comment on peut produire à l'aveugle comme ça en se disant, «Ça va remplir les magasins», et alors je comprends, hein, parce que les usines, c'est ce qu'elles veulent, hein. Elles veulent de la commande en avant-saison. Enfin, tu vois, c'est tout un modèle qu'il a fallu réinventer. Mais je suis partie, alors on est made in France, mais on a quand même une partie de la production en Europe et en fait, moi j'ai été voir les usines et je leur ai dit: «En fait, je peux plus continuer à faire ça parce que ça se trouve, les pièces que je dessine, mes clientes, elles vont pas les aimer». Ou alors, ce qui se passait, en fait, c'est qu'on était en rupture sur tous les bests après, grand maximum, 4 semaines de mise en ligne. Donc ce qui se passe, c'est on faisait une saison où, les best-sellers finalement, ils étaient ruptés hyper vite et les pièces et on faisait, notre chiffre d'affaires avec des pièces qui plaisaient moyennement, tu vois? Et on s'est dit: «C'est dommage» parce que, bah, on a cramé notre budget d'achat, parce qu'on a fait des choix et au final, c'est pas à nous de faire ces choix, c'est plus aux clientes et nous, bien évidemment, toute la collection qu'on dessine, bah, elle nous plaît. Mais en même temps, c'est pas nous qui devions décider. Donc on a tout changé le modèle d'achat d'Almé et ça a été compliqué d'embarquer les usines et les ateliers dans ce changement de paradigme parce que, en gros, ce qu'on leur a dit, c'est que dès à présent et on leur a demandé de bloquer des zones de production pour nous et on leur donnait 2 semaines avant la commande en leur livrant le tissu et cetera. Donc ça a été compliqué, ça nécessite beaucoup de confiance, mais on a réussi et en fait, voilà, on a lancé en fait, notre première production, c'est une production de test et donc elle est en précommande, on n'achète rien et on demande aux clientes 5 semaines, le temps de se faire livrer pour, voilà, une première production et puis après tout au long de la saison, on va ajuster le stock qu'on a, en fonction de la demande. Il y a des pièces qui vont décoller en début de saison puis se calmer, il y en a d'autres qui vont décoller tout doucement puis exploser. Donc en fait, on essaie d'ajuster et de toujours garder évidemment un stock tampon pour, pouvoir livrer en 24 heures, mais on essaie, voilà, d'ajuster ce stock-là. Et alors lorsque tu imagines des vêtements, lorsque tu crées une collection, tu t'inspires de quoi? Je sais que tu étais une grande passionnée des 70s. Ah ouais, je pense que je suis, j'ai vécu dans cette époque, dans une autre vie, je sais pas. J'adore les années 70, parce que je pense qu'il y a beaucoup de courbes aussi et tu vois, ça me rappelle peut-être, enfin, tu vois, ça fait peut-être écho. J'adore la chromie, j'adore le mobilier, j'adore les couleurs, j'adore, même ce que les gens, faisaient, la musique, enfin voilà, Pourtant, dans les 70s, les femmes étaient plutôt androgynes. ouais, elles étaient plutôt hyper minces, c'est vrai, c'est Le vrai. paradoxe. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'est le côté, tu vois, libération, tu vois, années 68 ou c'est ce côté un peu de liberté qui m'inspire où enfin, finalement, on a un peu cassé les codes. Tu vois, c'est plus ça qui me parle.
qu'effectivement, c'est compliqué de trouver des nanas un peu iconiques. Mais après, dans ma collection, je vais m'inspirer de pas mal de choses. En fait, je suis en veille constante, sans m'en rendre compte. J'ai toujours, en fait, dans mon appareil, dans mon téléphone, il y a plus de photos de vêtements et de couleurs et de matières que de mes gosses. C'est horrible. Mais en tout cas, voilà, je suis en veille constante. Et tu vois, pendant le confinement, j'ai fait une collection j'ai fait beaucoup de méditation. Et du coup, il y avait pas mal de violets, enfin, voilà, j'ai fait des méditations. Enfin, c'est par rapport au cosmos, tu vois. Donc, la palette de couleurs, c'était plus la couleur de la Voie lactée. J'étais plus dans l'argenté, du coup, alors que d'habitude, je mets du doré partout. Donc, c'est vraiment aussi, ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être une expo, ça peut être des photos, ça peut être plein de trucs, en fait. Alors, avant de poursuivre encore un tout petit peu notre entretien, je rappelle juste aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles pourront dans très peu de temps nous rejoindre on stage pour te poser des questions et partager leur expérience de mode. Qui est la femme Almé? La femme Almé, elle est en joie, elle est libre et elle a confiance en elle. Et elle est plutôt jeune donc. Elle est, non, pas forcément. Ça peut être, elle peut avoir 25, elle peut avoir 35. C'est une femme forte, tu vois. C'est une femme voilà, qui est féminine, mais en même temps voilà, qui avance, quoi, tu vois. Quel serait, selon toi, le look idéal à adopter lorsque l'on a des rondeurs et qu'on souhaite un peu les camoufler? Ah bah, très bonne question. Moi, je pense que déjà, si tu commences à les camoufler, c'est mal parti. Moi, je ne travaille pas avec des stylistes grande taille parce que j'essaie de leur dire que je veux pas qu'on camoufle. En fait, moi, ma volonté, c'est vraiment qu'on fasse des vêtements qui sont à la mode, qui sont tendance. Et en fait, chacun s'arrange, quoi. Et donc là, chaque année, on fait des shorts en cuir mini. On fait une saison, on a fait des combis en jean, tu vois, c'était un challenge parce que le jean, c'est pas forcément extensible. Moi, j'aime le look qui fait que quand on est dedans, on se sent belle. Et en fait, je pense que c'est ça, pas qui mincit, mais c'est, en fait, quand tu te sens, tu sais, quand tu l'as forcément vécu, Lola, quand quand tu mets un vêtement et que tu dis, ouais, je me sens bien, et ben, tu rayonnes quelque chose de différent, tu rayonnes quelque chose de positif et tu te sens bien. C'est vrai. Et je pense que c'est ça, en fait, se sentir belle dans ses vêtements. C'est avoir ce petit sentiment. Il faut comprendre que toutes mes clientes, en fait, c'est compliqué d'avoir ce sentiment quand tu reviens chez Kiabi. Parce que déjà, c'est pas de la bonne qualité, parce que c'est alimentaire, si tu veux. Tu t'achètes parce qu'il faut bien, t'achètes des vêtements parce qu'il faut bien couvrir ton corps. Mais moi, quand j'envoie quand je vois mes petits colis qui partent, en fait, je les vois comme des petits colis magiques avec plein de confiance en soi. Je les soigne. Le colis, c'est la boîte d'emballage, elle est toujours dessinée. On a redéfini ce que c'était que le nom femme, tu vois, comme une définition. C'est parfumé, il y a toujours un petit cadeau. Et en fait, on essaie de leur dire avec cet humble vêtement, ben, nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous ayez confiance et que vous fassiez des choses de dingue dans votre vie. Et c'est ça, en fait, pour moi, se sentir bien dans ses vêtements. Depuis quelques années, même assez récemment, on voit l'émergence d'un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, le body positive, avec en figure de proue des femmes extraordinairement belles comme Ashley Graham, Gaëlle Prudencio, qu'on peut d'ailleurs croiser de temps en temps sur Clubhouse. Est-ce que ce mouvement influence d'une façon ou d'une autre la mode? Oui, je pense qu'elles font bouger les lignes. Je pense qu'elles ont un vrai rôle dans cette mouvance-là. Après, je pense que tu vois, nous, on n'est pas des activistes sur ce sujet. Et c'est un parti pris qu'on a pris quand on a créé Almé. Et je pense que grâce à ces femmes-là, je pense qu'elles sont dans le même combat que moi, mais elles l'adressent d'une façon différente. Et je pense qu'elles font vraiment ouais, bouger les lignes, elles décomplexent, mais tu vois, dans une autre façon. C'est-à-dire on se complète, quoi. C'est un écho, mais c'est pas exactement Enfin, voilà. Nous, on combat pas de la même façon. Alors j'ai constaté autre chose en préparant l'interview, c'est que beaucoup de marques grande taille sont uniquement sur Internet. Est-ce que c'est parce que les femmes rondes n'aiment pas les cabines d'essayage? C'est une très bonne question.
Je ne sais pas. Je sais Mango avait, des boutiques et ils les ont toutes fermées. Je pense que les femmes grande taille, elles ont effectivement plus l'habitude que les autres d'acheter sur internet et donc peut-être que c'était pas rentable pour eux. Moi, je rêve d'une boutique Almé, moi je rêve d'un endroit où on peut, aller plus loin que ce qu'on fait dans le digital et avoir, tu vois, travailler plus encore la confiance en soi et voilà, moi je rêve d'ouvrir une boutique donc je comprends pas qu'ils aient fermé. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai constaté aussi. Juste Emma, rappelle-nous où l'on peut retrouver tes jolies créations. Sur mon site internet et puis, sinon on a un corner en ce moment, à Marseille, dans le sud, au printemps. Le printemps du magnifique centre commercial des Terrasses du Port où on peut voir, la mer dans tout le centre. Eh ben, merci beaucoup Emma, merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez toutes les jolies créations d'Emma sur son site www.almeparis.com. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez, la richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve demain à 21h. Je recevrai une figure incontournable de la transformation digitale puisque Emmanuel Vivier sera mon invité, mais c'est essentiellement de photographie que nous parlerons. Bonne soirée à tous, merci à tous d'avoir été là. Salut Lola, salut à tous, merci beaucoup.